sur le plan d'eau pour faire leurs activités. Violation flagrante des dispositions internationales. Et donc cela diminue le potentiel économique du pays. Et sans cela, il appartient à chaque État de mettre tout en œuvre pour mener un meilleur contrôle de son espace maritime. Pour mener à bien le combat, la brigade maritime dispose de vedettes rapides et de patrouilleurs ultramodernes capables de répondre de façon efficace en cas d'alerte. À cela s'ajoutent d'autres stratégies développées par le gouvernement, ce qui fait d'ailleurs de l'espace maritime togolais l'un des plus sécurisés de la sous-région. Il y a de cela 2 ans, on a interdit la pêche à tout navire. Les autorisations de pêche ou les licences de pêche ne sont plus délivrées. Ça, c'est un. Et puis, vous avez remarqué que le chef de l'État a mis des moyens suffisants pour doter la marine nationale des moyens navals pour mieux contrôler le trafic au niveau de notre plan d'eau, enfin de l'espace maritime. C'est ce qui rassure d'ailleurs même les opérateurs économiques. Il suffit de faire un tour au port pour voir la densité des activités du port. C'est dire que la sécurité maritime est maintenue et elle se renforce même chaque jour de par les formations qui sont faites au niveau des forces armées pour avoir sur le territoire un dispositif sécuritaire à même d'intervenir à tout moment et de façon efficace. La pêche au Togo contribue pour 4% au produit intérieur brut agricole, 1,3% au PIB national et emploie près de 22 000 personnes. Avec la réglementation instaurée par l'État, ce secteur retrouvera son réel potentiel pour couvrir de façon efficiente les besoins des populations en ressources halieutiques. Et que se passe-t-il pendant ce temps en ville? Eh bien, c'est dans les bistrots et maquis de la capitale que nous allons chercher la réponse à cette question aujourd'hui. Flairant les bonnes affaires durant ce sommet, tenanciers et restaurateurs s'activent pour offrir leurs meilleurs services aux visiteurs. On fait le tour de quelques-uns de ces lieux avec Esther Laclé et Rachel Aoukou. Environ 5000 personnes issues de 54 pays sont attendues en novembre à Lomé pour le sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement en Afrique. Les restaurants, bars et maquis joueront leur partition pour ainsi amener les visiteurs à se faire une idée sur le savoir-faire des Togolais dans le domaine culinaire durant le sommet. On est très content d'avoir du beau monde qui viendront visiter notre pays. Et comment on se prépare dignement à les recevoir, à leur présenter ce qu'on fait en cuisine africaine. Et puis ne pas agresser sur la cuisine africaine, mais leur donner le choix sur ce qu'ils connaissent et les faire découvrir le manger qu'ils ne connaissent pas. Donc non, on se prépare très très bien pour les accueillir dans tous les sens du terme. Règle numéro 1, réserver un accueil chaleureux aux visiteurs. Brovi, un des maquis de Lomé spécialisé dans les poissons, s'active car concerné par cette rencontre internationale. Dans notre domaine, l'accueil est le plus important. Donc chaque semaine, on nous apprend ça. Donc on les attend patiemment. C'est la première fois au Togo que cette réunion aura lieu. Bon, ça cause ça, nous formons les jeunes filles par rapport aux autres restaurants. Nous comptons plus les accueillir et plus faire d'efforts pour les recevoir. Au restaurant La Capitale, ils sont à pied d'œuvre pour la réussite de cet important rendez-vous qu'abritera le Togo. Nous avons depuis un moment commencé par aménager le site pour mieux accueillir et donner une impression positive du Togo, de notre pays. Quoi qu'on dise, c'est la terre de nos aïeux, nous ne pouvons que la valoriser. Tous ces acteurs de la restauration attendent beaucoup du sommet de Lomé. Quand il y a les devises qui entrent dans le pays avec des étrangers qui viennent, naturellement le chiffre d'affaires des restaurants augmente, le chiffre d'affaires des hôtels augmente, il y a plus d'argent qui circule dans le pays, ça c'est naturel. Donc nous allons faire plus de stock, plus de prévisions, offrir des programmes, des soirées autour du feu, des programmes qui pourront intéresser nos convives qui ne sont pas loin, avec des prospectus qu'on peut dispatcher. Approcher le ministère en question pour voir comment nous intégrer dans un programme cohérent d'accueil de ces convives-là pour mieux vendre notre domaine. On attend beaucoup puisqu'on peut faire beaucoup de chiffres d'affaires, c'est-à-dire on aura beaucoup de clients à gérer, donc ça peut nous faire beaucoup d'argent.
Le Togo, un pays réputé pour son accueil et sa cuisine, va une fois encore confirmer ses dires et prouver sa suprématie en la matière en valorisant ses mets au cours de cette rencontre continentale. Et voilà qui nous rappelle que nous sommes à presque 63 jours de ce sommet, disons 63 jours plus précisément. La ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation veut développer une nouvelle approche de travail avec les services relevant de son département. Elle a ouvert des discussions dans ce sens ce matin avec les agents opérant dans la région maritime. La rencontre qui s'est tenue dans les locaux de la direction régionale maritime à Tchévier a pour but de donner un nouveau souffle au ministère dans l'option d'atteindre les objectifs fixés. Comment procéder? Il s'agit d'une tournée de prise de contact avec l'ensemble du personnel du ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation. Madame Koulani Yenchare, en charge du dit département ministériel, a échangé avec le personnel de la région maritime. Une rencontre qui lui permettra d'évaluer la mesure des défis à relever. Ces défis sont énormes. Il y a des problèmes de financement, c'est habituellement ce qui se pose. Des problèmes de financement, des actions à mettre en œuvre sur le terrain. Principalement des financements pour la prise en charge des personnes vulnérables. Des personnes arrivent à l'hôpital, par exemple, complètement démunies. Ils ont besoin d'être pris en charge, mais au niveau régional et au niveau préfectoral, il n'y a pratiquement rien. Il va falloir agir. Parce que, comme vous le savez, le quinquennat du chef de l'État est placé sous le social. Selon la ministre, la ponctualité, le dévouement, la disponibilité, le respect de la hiérarchie doit prévaloir afin d'atteindre les objectifs assignés à ce département. Dans la région des Savanes, c'est plutôt le soulagement dans les milieux des producteurs agricoles. L'arrivée tardive des pluies avait semé le doute dans les esprits, faisant redouter une saison agricole catastrophique. Mais avec l'encadrement et les conseils avisés des techniciens agricoles, les cultures ont repris rapidement des couleurs, la verte en particulier. Et c'est donc une région des Savanes toute verdoyante qui s'offre au regard des visiteurs. Désiré Aloyer nous y conduit. Jusqu'à la deuxième moitié du mois de juin passé, les producteurs agricoles dans la région des Savanes avaient la peur au ventre. Pas de pluie conséquente, un constat visible pour cause de changement climatique observé. Plus de peur que de mal. Après 2 mois et demi, le constat le voici. Une couverture végétale qui porte espoir. Partout dans les 5 préfectures, d'immenses superficies emblavées. C'est à partir du mois de juillet que vraiment la campagne a démarré sérieusement. Et au vu de la verdure, au vu des parcelles que nous avons traversées jusqu'à présent, on peut vraiment s'estimer heureux. Le conseil que nous donnons aux producteurs, c'est de saisir la chance dès qu'il y a la possibilité de faire de l'agriculture. Dès qu'il pleut, il ne faut pas traîner. Dans les savanes, les cadres travaillent au quotidien avec les producteurs pour adapter les techniques culturelles et les semences aux caprices de la dame nature. Cette année, vraiment, les pluies n'ont pas commencé vite, mais quand les pluies ont commencé par s'installer, avec les conseils de l'ICAT, on a acheté les semences à cycle court, on a respecté aussi les itinéraires techniques et aujourd'hui, je suis très content. L'arachide RMP 12, Isiaga 19 BT, l'haricot Vitoko, le maïs Ikene et Obatampa, le sorgho Sovarto 1 et 28, le riz Nerika et RM sont entre autres variétés adaptées à la région. Une véritable course contre la montre pour rimer avec la pluviométrie qui baisse d'année en année. Dans le cadre du projet ADAPT, nous leur recommandons des variétés qui puissent faire face à la diminution des pluies que nous connaissons. Nous préconisons des variétés à cycle court, des variétés améliorées à cycle court. Les quatre viennent, ils nous donnent des conseils. On respecte ce qu'ils disent et on travaille. Quand nous on regarde le riz là même, tout le monde est content.
Au niveau des magasins de stockage d'intrants, c'est l'affluence. Après un moment passager de pénurie d'engrais, le gouvernement a réagi. Les stocks sont de nouveau disponibles et accessibles à tous. Il n'y avait pas d'engrais, on souffrait. Aujourd'hui, je suis très content d'avoir gagné ce sac, puisque ça va me servir beaucoup. Globalement, le ministère en charge de l'agriculture, dans un bilan en mi-parcours, est satisfait des activités agricoles dans la région. Avec le programme PENIASA, les moyens adaptés au changement climatique sont cherchés du jour au jour pour booster le secteur, base d'un décollage économique. Ces résultats positifs que nous espérons sont à mettre à l'actif du gouvernement et à travers le programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire et ses différents projets. Je crois que le bilan dans l'ensemble est satisfaisant, très satisfaisant, si je peux le dire ainsi. Vous avez vu les emblavures pour les vivriers. Nous sommes très confiants pour la suite. Ici jusqu'à mi-octobre, nous avons encore des pluies suffisamment bien réparties. Nous comptons pour la région des savanes assurer l'autosuffisance et la sécurité alimentaire. Autour de Zapnano, par exemple, dans l'ouest de Tanguag, les promesses du gouvernement sont en phase d'achèvement. Des magasins de stockage à plus de 500 tonnes chacun pour stocker les récoltes du riz de ces immenses champs emblavés surtout par le groupement féminin. L'agriculture, le président sortant de la BAD, Banque africaine de développement, lui, il en avait fait son cheval de bataille durant ces 10 années passées à la tête de l'institution. Demain, 1er septembre, est la date à laquelle Donald Kaberuka va céder son fauteuil à son successeur, le Nigérian Akinwumi Adesina. Du Rwandais, l'on retiendra quand même qu'il aura été l'homme qui a redonné à la BAD toutes ses lettres de noblesse dans le domaine du financement des activités de développement en Afrique. Le secteur agricole comme vecteur de développement du continent africain, tel aura été l'un des leitmotifs de Donald Kaberuka durant ses 10 ans passés à la tête de la Banque africaine de développement. Durant ses 2 mandats de 5 ans, Donald Kaberuka n'a eu de cesse de vouloir améliorer la production agricole du continent. Pour nous, à la base de l'agriculture, il y a tellement de choses à faire pour augmenter la productivité. Mais la chose la plus importante à notre niveau, c'est faire fonctionner les marchés correctement. Parce que quand un fermier va planter, c'est pour se faire de l'argent. Mais il y a des régions d'Afrique où, à cause des mauvaises routes, des manques d'infrastructures, la production est la bonne, mais 40% est perdu. Donc là, si vous augmentez la productivité sans des infrastructures, c'est pas utile pour le pays. Donc nous allons mettre l'accent sur les infrastructures agricoles, nationales et régionales. Selon la BAD, l'Afrique pourrait gagner des points de croissance supplémentaires avec de meilleures infrastructures. Aussi, l'institution panafricaine finance et crée régulièrement des partenariats avec les politiques nationales agricoles de différents pays africains. À titre d'exemple, en mars 2015, le Nigeria a reçu 175 millions de dollars pour son programme de transformation agricole. En mai 2015, c'est le Sénégal qui obtient le financement de 18 milliards de francs CFA pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Chaque année, nous investissons près de 500 millions de dollars. Ça, c'est ce que mon département investit. Mais il y a aussi les autres départements, comme celui du secteur privé, qui contribuent de manière directe ou indirecte au développement de l'agriculture. Ou encore le département des transports qui développe des routes, par exemple. Pendant les mandats de Donald Kaberuka, la BAD est devenue la première institution de financement du développement de l'Afrique. Le président sortant de l'institution financière passera le flambeau ce 1er septembre 2015 à son successeur, le Nigérian Akinwumi Adesina, élu en mai 2015. Sous Donald Kaberuka, la BAD a été l'un des partenaires de premier rang du Togo dans son cheminement vers le développement. Lui reconnaissant ce mérite, le peuple togolais, par l'intermédiaire du président de la République, a remis la semaine dernière au président sortant de la banque la plus haute distinction honorifique du Togo. Il a en effet été élevé au grade d'officier de l'ordre de mérite. Même quand il s'agit d'aider nos États victimes de catastrophes de toutes sortes à faire face, la BAD a été présente. Et ce ne sont pas les responsables de la commission de la CEDEAO chargés de la gestion des catastrophes qui diront le contraire. Avec l'appui de l'Organisation nationale de gestion des catastrophes du Ghana et de l'US Africom,
Ils viennent d'animer une grande session de formation de 3 semaines au Centre international Kofi Annan pour la paix à Accra à l'intention des acteurs impliqués dans la gestion des catastrophes en Afrique de l'Ouest. L'objectif était d'amener les participants à disposer des outils et stratégies de riposte pour intervenir efficacement dans les situations de catastrophe. Exemple de l'épidémie de fièvre à virus Ebola qui a fait trembler toute la sous-région ouest-africaine et même le monde entier. Clarissa Ticler a participé à cette session. Voyons ce qu'elle nous en dit. Centre international Kofi Annan de formation au maintien de la paix à Accra au Ghana. Ici, les leçons tirées de l'épidémie d'Ebola sont utilisées pour faire acquérir aux différents acteurs impliqués dans la gestion des catastrophes au Togo et au Sénégal des compétences et outils efficaces de riposte. Le désastre causé par la maladie à virus Ebola, avec plus de 11 000 morts dans les pays touchés en Afrique de l'Ouest, est désormais un signal fort pour tout le continent. C'est une très belle initiative, car cette formation servira à ce que le Togo soit prêt pour répondre à toutes les catastrophes qui peuvent survenir à tout moment. L'initiative de préparation aux catastrophes en Afrique de l'Ouest est mise en place par la CEDEAO et conduite par l'Organisation nationale de gestion des catastrophes NADMO au Ghana avec l'appui de l'US-AFRICOM. La formation s'est déroulée en phase théorique et pratique. Ici, par exemple, les participants simulent une unité de traitement Ebola avec ses différents compartiments. De l'autre côté, ce sont des techniques de premier secours qui sont enseignées pour une intervention rapide en situation d'urgence. Le Togo, pour sa part, repart avec l'espoir de disposer d'une structure opérationnelle de gestion des catastrophes. Nous avions, pour le Togo, appris beaucoup de choses, surtout la nécessité de la mise en place d'une agence unique chargée de la gestion des catastrophes qui va regrouper tous les acteurs intervenants dans la gestion des catastrophes et surtout la création d'un centre que les Américains demandent de tout vœu, d'un centre national des opérations d'urgence. Et au niveau du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, nous avons déjà entamé le processus de création de l'agence. Le consultant a déjà travaillé, les tests sont là, il suffit de les entérimer au niveau du secrétariat du gouvernement. Donc il est important que l'ensemble des États soient préparés, aussi bien au niveau interne, mais au niveau aussi sous-régional, pour qu'on puisse développer des mécanismes opérants, des mécanismes pertinents, des mécanismes efficaces de préparation, de réponse et de relèvement face aux catastrophes. Au total, 15 pays en Afrique de l'Ouest sont couverts par cette formation, auxquels s'ajoutent le Tchad et le Cameroun, et qui touche notamment à la prise en charge sanitaire, la logistique, sécurité et assistance civilo-militaire, les opérations de commandement et les stratégies de communication en situation de catastrophe. Après Palimé, Moutien, Vaugan et bien d'autres localités du Togo, l'ONG La Chaîne de l'Espoir vient de poser bistouri, scalpel et stéthoscope au centre hospitalier préfectoral d'Anéro. Objectif, offrir des soins chirurgicaux gratuits à une centaine d'enfants souffrant de pathologies diverses, hernie, bec de lièvre, malformation des os, etc. La phase d'enregistrement et de consultation a débuté hier et ce lundi, l'on est passé aux soins proprement dits. L'ensemble des opérations va durer une semaine. Reportage Gérard Lagoudou, Carmen Madier, Akakou. L'ONG La Chaîne de l'Espoir entame une campagne de soins gratuits au profit des populations. Au centre hospitalier préfectoral d'Anéro à Dido, plus d'une centaine d'enfants malades sont pris en charge. Habituellement, c'est des maladies simples qui peuvent guérir rapidement. Les hernies, les hydrocèles chez l'enfant, des becs de lièvre aussi, on peut les opérer. Des maladies d'os aussi. Mais s'il y a des enfants qui posent des problèmes tels qu'on ne peut pas les opérer sur place, on les revoit à Lomé, toujours gratuitement pour les opérer. Alors nous leur apportons ces soins gratuitement dans leur milieu pour pouvoir leur rendre service. Pour plus d'efficacité, l'équipe médicale nationale a été renforcée par un service français d'anesthésie et de réanimation. Je suis ravi d'être ici parce que je pense qu'avec le planning qui est établi maintenant, les consultations, 3 salles d'opération, je pense qu'on va vraiment faire du très bon travail. Nous travaillons avec les chirurgiens de Lomé en chirurgie pédiatrique. On les forme, c'est vraiment un échange de compétences, un échange
de connaissances au niveau de la chirurgie pédiatrique. Et nous sommes venus donc aujourd'hui ici vraiment en appui aux chirurgiens togolais, au niveau finance, au niveau logistique, pour leur permettre à eux de venir dans d'autres endroits du pays et s'occuper de leurs enfants. Soulagés, les bénéficiaires de cette mission foraine témoignent. Je suis très ravie des soins gratuits de mon enfant. Que Dieu les bénisse et que leur mission continue. Implantée au Togo depuis 2002 et opérationnelle en 2008, l'ONG, la chaîne de l'espoir, est présente dans une trentaine de pays de par le monde entier. Elle est basée à Paris, en France. Sport, athlétisme et l'excellente moisson de médailles des athlètes africains au 15e championnat mondial d'athlétisme de Pékin. Notre continent s'est payé le luxe grâce à ces athlètes de se placer en tête du palmarès devant la Jamaïque et les États-Unis. Un exploit que l'on doit surtout aux athlètes kenyans qui ont fait une véritable razzia avec un total de 16 médailles dont 7 en or. En mètres de remontée impressionnante pour une dernière médaille d'or et le sacre de toute une nation. Dernière journée de compétition et 3e titre mondial consécutif pour Asbel Kiprop qui s'impose devant son compatriote Elijah Manangoy. Un doublé, c'est ce qu'il fallait au Kenya pour terminer en tête du tableau des médailles pour la première fois de l'histoire. Je suis vraiment heureux de faire partie des Kenyans qui ont gagné. Il fallait l'or pour le Kenya. J'ai fait ce que j'avais à faire et je suis très content. Le partage du podium, les Kenyans nous y ont habitués pendant ces mondiaux. Imbattables sur le 3000 mètres steeple, ils raflent tout. Mais la révolution de ces mondiaux de Pékin, c'est ce moment-là. 92,72 mètres, longtemps chasse gardée des athlètes scandinaves et d'Europe de l'Est. Grâce à Julius Yego, le javelot devient africain. Mais son triomphe, le Kenya le doit aussi aux dames, à l'image de ce superbe sprint de Viviane Cheruiyot qui remporte le 10 000 mètres et son 5e titre mondial. Ma tactique, c'était de gagner. Et si je ne gagnais pas, c'était d'avoir fait de mon mieux. Mais chaque médaille a son revers et les démonstrations de force du Kenya vont sans doute renforcer les suspicions de dopage qui planaient avant même le début de la compétition. Les athlètes Koki Manunga et Joyce Zachary ont d'ailleurs été suspendus du championnat après avoir été contrôlés positives. Quoi qu'il en soit, les mondiaux 2015 feront date dans l'histoire de l'athlétisme africain. 32 médailles dont 12 en or, un record. Et bien voilà, ce journal s'arrête ici. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez Isidore Kobatine pour notre dernière édition du jour. Excellente soirée à vous tous. Au revoir.